Stéphane Siro, bonjour et bienvenue parmi nous. Vous êtes donc spécialiste des syndicats, de la vie sociale, de l'histoire sociale du pays. On va citer deux de vos ouvrages. Un récent qui s'appelle « Le syndicalisme, la politique et la grève ». C'est aux éditions de l'Arbre Bleu. Évidemment, ça résonne avec l'actualité. Et puis un classique pour les étudiants, « La grève en France », votre ouvrage paru chez Odile Jacob. La mobilisation syndicale contre l'actuelle réforme des retraites se poursuit. Aujourd'hui, les leaders sont à Albi. Cette mobilisation, depuis maintenant plus d'un mois, elle vous semble atypique ou traditionnelle dans notre histoire sociale ? Elle est plutôt traditionnelle. C'est vrai qu'une des spécificités de la France, si on compare à d'autres pays d'Europe occidentale, c'est cette habitude, j'allais dire, presque d'interpellation de l'État. On est dans un pays où plus qu'ailleurs, et surtout depuis l'après-guerre, où c'est l'État qui fait le droit social, ce qui n'est pas forcément le cas, ce qui n'est quasiment pas le cas d'ailleurs dans des pays voisins comme l'Allemagne ou l'Angleterre par exemple, où donc vous n'avez pas ce phénomène de grands mouvements sociaux d'ampleur nationale parce que précisément il n'y a pas de protestation la plupart du temps à l'égard des politiques publiques dans la mesure même où le droit social se règle au sein des entreprises, au sein des branches professionnelles, mais quasiment pas au niveau de l'État. Donc on a là ces fièvres hexagonales, comme l'a appelé certains collègues. C'est quelque chose vraiment d'assez particulier à notre pays. Ce qui est peut-être atypique, en tout cas on ne l'avait pas vu depuis longtemps, c'est un front syndical uni, unanime et qui dure. Oui, alors c'est d'autant plus compliqué aujourd'hui qu'on est quand même dans un précédent historique, à savoir qu'on a 8 organisations qui sont de niveau national. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. On est dans une situation inédite de ce point de vue-là aussi, parce qu'on a des taux de syndicalisation qui nous renvoient au début du XXe siècle, avec un nombre d'organisations syndicales qui est incomparable à ce qu'il était auparavant. Donc évidemment, c'est un peu comme pour l'Union européenne, plus vous êtes nombreux, plus il est compliqué de vous mettre d'accord, d'autant plus qu'il existe des variantes syndicales. Je veux dire par là qu'on le sait, il y a un champ syndical qui est plus porté à la négociation collective, au compromis, à ce qu'on appelle classiquement le partenariat social, à savoir la CFDT notamment, et un autre qui, lui, est plus campé sur des positions qui sont celles de la régulation par le conflit. C'est le cas notamment de la CGT, donc c'est assez compliqué, en effet, d'arriver à mettre tout le monde d'accord. Là, c'est relativement exceptionnel, on n'avait pas vu ça, en effet, depuis 2010. Ce que l'on n'avait pas vu depuis longtemps non plus, c'est un tel soutien populaire. Les Français sont massivement derrière l'action des syndicats. Ça, c'est parce que le thème de la retraite fédère tout le monde, ou c'est parce que les syndicats ont su se rabibocher avec l'opinion ? Je dirais un peu des deux. Alors il est vrai que la question des retraites, c'est une question qui traditionnellement mobilise énormément parce que je dirais qu'elle met en jeu un modèle de société et quelque chose qui est au fond considéré par le monde du travail et par les organisations syndicales comme un acquis majeur du progrès social, c'est-à-dire la possibilité d'avoir un temps de vie après le travail qui permettent d'avoir des activités plus personnelles, sans forcément être tracassé au quotidien par les tâches qu'on peut avoir, les tâches productives que l'on peut avoir. Et ça, c'est une des grandes conquêtes, au fond. C'est la conquête de Mitterrand, parce que jusqu'en 81-82, jusqu'à la retraite à 60 ans, au fond, l'âge de la retraite correspondait à celui de l'espérance de vie, à peu près. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment de temps dédié à l'après-travail. Et depuis une quarantaine d'années, effectivement, s'est installé dans notre société ce modèle-là, ce modèle culturel qui veut qu'on a ce temps de vie. Et il est évident qu'aujourd'hui, la réforme qui est portée, précisément, symboliquement, d'une certaine manière, elle nous ramène 40 ans en arrière, parce que les 64 ans, c'est pas loin des 65 d'avant. Et puis, quand au regard de l'allongement de la durée de cotisation, ça nous ramène, c'est ce bond en arrière de 40 ans qui, je pense, joue largement pour la mobilisation des syndicats. Mais entre-temps, l'espérance de vie, elle, a fortement augmenté. Donc on a recréé ce temps de vie. Ça, on n'arrive pas à en faire la pédagogie sur les Français. Oui, alors sauf comme c'est dit très souvent, le temps de vie en bonne santé, lui, stagne. C'est-à-dire qu'il est justement autour de ses 64 ans. Il n'augmente pas. Donc c'est la raison pour laquelle je pense que chacun comprend que le temps de vie qui est souhaité après le travail, c'est plutôt, si possible, un temps de vie en bonne santé plutôt qu'un temps de vie pendant lequel on ne pourrait pas faire grand-chose. Et aujourd'hui, on sait aussi que ce qu'on appelle les seniors, les personnes en retraite, jouent un rôle social considérable dans la garde des enfants. Enfin bref, ils ont un rôle qui, après le travail, reste essentiel dans notre société. Donc je pense aussi que ça joue beaucoup, notamment dans les territoires, les petites villes, les villes moyennes. Et on le voit aujourd'hui, ce sont des territoires qui se mobilisent énormément, beaucoup plus que les métropoles. Oui, c'est la fameuse colère
maires des sous-préfectures. On voit que les syndicats ont quand même des problèmes de mode d'action. La grève aujourd'hui n'est pas une grève extrêmement suivie. Est-ce que c'est parce qu'il est difficile de mobiliser des salariés qui ne veulent pas perdre un jour de travail, donc de salaire, ou est-ce que c'est parce que même les syndiqués, en tout cas les salariés, n'ont plus la foi dans la grève ? Alors, je pense que il faut peut-être différencier le niveau des entreprises du niveau national. Dans les entreprises, on le voit dans la dernière période, depuis en gros l'automne 2021, se sont multipliés les conflits sociaux autour de la question des salaires. On le sait, la problématique du pouvoir d'achat aujourd'hui, elle est particulièrement prégnante, et on a eu énormément de conflits sociaux, y compris dans des entreprises qui n'en avaient quasiment jamais connu. Pour citer quelques noms célèbres, vous avez Sephora, Leroy Merlin, des entreprises comme celle-là où il n'y avait jamais de conflits sociaux, et qui en ont connu autour de la question salariale. Donc on voit bien que ça reste un mode de régulation qui demeure extrêmement important dans notre société. Alors à l'échelon national, c'est effectivement plus compliqué parce que les syndicats se sont beaucoup orientés depuis les années 90 sur la modalité d'action qui est celle des journées de 24 heures. Et il se trouve, moi c'est quelque chose que j'observe depuis une vingtaine d'années, il se trouve que les pouvoirs politiques, quels qu'ils soient d'ailleurs, ne se laissent plus impressionner par ces manifestations et par ces journées d'action de 24 heures. Et quand on regarde le bilan des derniers grands conflits sociaux, force est de constater que les rares, parce qu'il n'y en a quand même pas eu beaucoup, qui dans le monde autour des syndicats et du monde du travail sont parvenus à obtenir des concessions ou des retraits de projets de loi, ce sont des mouvements qui se sont durcis, qui se sont produits via des grèves reconductibles, qui ont, comme on dit communément aujourd'hui, bloqué le pays. Mais dans d'autres situations, force est de constater que le pouvoir politique a tendance à faire la sourde oreille et à attendre que ça passe. Et ce scénario du blocage de la France à l'arrêt, il vous semble possible? On connaît la date du 7 mars, ou est-ce que le mouvement aujourd'hui ne manque pas un peu de nerfs pour ça? Alors, il y a quand même beaucoup d'ingrédients parce que on voit bien que la mobilisation est quand même très forte, que les différentes journées d'action ont connu un certain nombre de taux de grévistes non négligeables, notamment dans les secteurs traditionnels et clés que sont les secteurs des transports, par exemple. La journée du 7 mars, on sent bien que c'est vraiment le tournant. La journée du 7 mars, c'est celle où les organisations syndicales vont ou pas réussir cette démonstration de force et se poser la question qui va devenir inévitable et dont on voit bien qu'elle n'est pas complètement tranchée entre les organisations qui sont dans l'intersyndicale, à savoir est-ce que cette journée du 7 mars va être suivie dans l'immédiat d'autres journées. Est-ce qu'on va s'engager ou non dans un type de conflit classique, là pour le coup, dès lors que le rapport de force se durcit, c'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, des grèves reconductibles. Et là, ça n'est pas tranché. Or, le 7 mars, c'est vraiment le va-tout pour moi des organisations syndicales, parce qu'on sait très bien que le calendrier parlementaire sera quasiment arrivé à son terme. Il restera quelque chose au maximum, je crois, comme une quinzaine de jours. Et on sait aussi que les organisations syndicales sont, qu'on le veuille ou non, y compris les plus combatives, sont quand même très légalistes. Et au fond, une fois que la loi est votée, elles rechignent à continuer de mobiliser. A fortiori, les organisations comme la CFDT qui, par la voix de Laurent Berger, ont déjà expliqué que, une fois le processus parlementaire terminé, il serait plus vraiment question de mobiliser. Donc la fenêtre de tir, à partir du 7 mars, elle est vraiment très courte. Et là, j'allais dire, c'est un peu du tout ou rien, quoi, pour les organisations syndicales. Contre ce phénomène de la grève, certains ont des idées. Alors on a le service minimum, le service garanti. Certains proposent même d'interdire la grève à certaines périodes, par exemple les départs en vacances. Est-ce que ça vous semble quelque chose d'acceptable dans notre pays, ou est-ce qu'on a une tradition de la grève trop ancrée, trop légitime pour que ça arrive ? Alors la grève, il faut le rappeler, et c'est un des rares pays comme la France qui a cette situation-là, c'est un droit constitutionnel. Donc très difficile à bouger. Oui. Très difficile à bouger, et puis par ailleurs, on est vraiment très peu nombreux. Il y a l'Italie, mais il y a très peu de pays qui ont inscrit le droit de grève dans leur constitution. Donc on voit bien qu'il a été décidé par tout le monde, les différents acteurs sociaux, politiques, que la grève soit un facteur de régulation des relations sociales privilégié. Mais en Italie, on a interdit la grève certains jours. Alors, effectivement, pour moi, ça résoudrait pas le problème, parce que dès lors qu'une grève surgit, ça veut dire qu'il y a un malaise quelque part. Bon. Donc, pour moi, la meilleure solution, si on veut espérer qu'il y ait moins de conflits sociaux, c'est de donner d'autres prérogatives aux organisations syndicales. Les pays dans lesquels il y a beaucoup moins de conflits sociaux, ce sont des pays dans lesquels sont donnés aux représentants du personnel et aux syndicats des outils
qui leur permettent de ne pas passer forcément par le rapport de force, ou en tout cas pas par la grève. Vous prenez l'Allemagne, en Allemagne, dans les entreprises de plus de 2000 salariés, vous avez des conseils de surveillance, l'équivalent de nos conseils d'administration, où vous avez moitié de représentants des actionnaires, moitié de représentants des salariés. Donc quand vous avez cette situation-là, vous disposez de modes de pression éventuels qui permettent de ne pas faire usage de la grève. Chez nous, on n'a pas ça. Pour aller vers ce modèle-là et éviter la grève, est-ce qu'on ne pourrait pas rendre, dans notre pays, l'adhésion à un syndicat obligatoire, un peu comme on doit choisir une mutuelle ? Alors, c'est ce qui existe dans les pays scandinaves. D'ailleurs, chez eux, ils ne parlent pas comme chez nous. Nous, on parle d'adhérents. Quand on prend une carte syndicale, chez eux, ils parlent d'affiliés. En effet, comme nous, on le fait pour la sécurité sociale. Alors, c'est une idée qui a déjà été formulée assez régulièrement, y compris d'ailleurs pendant la campagne électorale de 2007 par Ségolène Royal, quand elle était candidate. Et ça avait, alors là, pour le coup, on disait tout à l'heure, il n'y a pas souvent d'unité des syndicats. Là, pour le coup, il y avait vraiment unanimité de leur part. C'est-à-dire qu'ils rejetaient absolument. Mais pourquoi ça leur idée. ferait des milliers, des millions d'adhérents, ils auraient de l'argent, ils seraient indépendants. Oui, mais si vous voulez, on est dans un modèle syndical qui est au fond le modèle de l'engagement. Voilà, on s'engage et on n'est pas un adhérent passif en quelque sorte. Alors qu'en effet, dans les modèles scandinaves, dans la mesure où il y a toute une série de prestations qui passent par les syndicats, vous avez effectivement des taux de syndicalisation de 80 ou 85%, mais au fond des adhérents des affiliés qui ne sont pas des adhérents, c'est-à-dire des affiliés passifs. Alors certes, ça donne une certaine puissance aux organisations syndicales, mais ça n'est pas dans notre tradition, ce qui n'empêche pas que certains syndicats s'alignent quand même bon an mal an sur certaines pratiques de ces syndicats scandinaves, c'est-à-dire par exemple s'orientent un peu plus qu'auparavant vers un syndicalisme qu'on appelle de service, qui va donner des conseils juridiques. Voilà, on commence un petit peu à voir ce genre de choses se développer dans le champ syndical français. On a vu que hier, la réunion entre les patrons de CGT et d'EFO et des partis politiques de gauche qui avaient fuité a été annulée. C'est compliqué le lien entre syndicats et partis de gauche. Oui, alors ça a toujours été là aussi un sujet qui, depuis les origines du mouvement syndical, lui a posé problème et lui a posé question. Alors il est vrai que dans la dernière période, depuis, selon les syndicats, depuis la fin des années 70, début des années 80 pour la CFDT, surtout depuis les années 90 pour la CGT, il y a une tendance à rechercher une forme de distanciation vis-à-vis des partis politiques. On en parlait beaucoup à une certaine époque, pour prendre cet exemple, entre la CGT et le Parti communiste, et lors des mandats de Bernard Thibault en particulier, celui-ci s'est attaché à faire en sorte que son organisation prenne ses distances vis-à-vis notamment du Parti communiste. Et c'est quelque chose qui s'est généralisé, et on voit bien qu'aujourd'hui, si les syndicats acceptent des soutiens venus de l'extérieur, ils ne veulent pas apparaître en quelque sorte comme ni des courroies de transmission, ni des organes qui seraient associés de manière trop étroite aux partis politiques. Ils le voient, je pense, comme une forme de limite à leur action. L'autonomie syndicale, c'est dans notre pays quelque chose qui fait partie aussi dans la longue durée de la culture syndicale française. Le syndicalisme, la politique et la grève, c'est aux éditions de l'Arbre Bleu. Eh bien, Stéphane Siero, bonne journée d'étude de cette manif d'aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup Christophe. Demain matin à 7h45, votre invité sera Éric Woerth, député de l'Oise et questeur de l'Assemblée nationale. Radio J, retrouve